Dans le monde à 300 km/h de la Formule 1, chaque écurie a deux pilotes. Et même s'ils partagent le même stand, les mêmes snacks et parfois même leurs jouets les plus chers, en aucun cas ils ont pour but de devenir les meilleurs amis du monde. Et oui, dans cette cour de récré à grande vitesse, ton premier rival, c'est ton coéquipier. Et parfois ça ressemble moins à une équipe qu'à un duo où on semble traîner l'autre comme un vieux pneu crevé. Prenons l'exemple actuel de Sergio Pérez et Max Verstappen. Max est souvent vu filant à l'horizon pendant que Checo, disons qu'il admire souvent l'arrière de la voiture de Max. Enfin, non, même pas parce qu'il y a 10 voitures entre eux deux. Et avec toutes les rumeurs qui courent sur son futur pas si rose, tout laisse à penser qu'il est quand même dans un sacré merdier. Même si manifestement, il a des amis plutôt haut placés. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant de juger et de se ruer dans l'espace commentaire, on va essayer de se rappeler. Sergio, c'est peut-être pas le premier ni le dernier dans cette situation. Dans l'histoire de la F1, on a assisté à pas mal de pilotes qui ont fait office de boulet à la jambe du pilote principal. Bien sûr, souvent désignés de cette manière officieusement. Alors si tu veux savoir qui sont les champions du monde de la catégorie poids lourd du ralentissement d'équipe, de ceux qui font s'envoler la vision d'un championnat constructeur, eh bien reste ici, on va faire un tour d'horizon des coéquipiers qui, malgré eux, ont transformé la compétition en comédie dramatique. On rembobine jusqu'à l'époque où Felipe Massa, notre étoile brésilienne, était à deux doigts de devenir champion de F1. 2008, où on a vécu un drame qui a pu faire transpirer autant les Américains que le Super Bowl 1999, c'est-à-dire à 1 yard près. Et là, en l'occurrence, c'était 1 point, parce que Felipe Massa a terminé le championnat du monde avec 97 points, juste 1 point derrière un certain Lewis Hamilton. Imagine le tableau. Dernier tour de la dernière course de la saison à Interlagos. Massa est quasiment certain d'avoir son sacre, jusqu'à qu'Hamilton dépasse Tim Glock dans les derniers mètres, lui volant le titre, encore une fois, à 1 point. Un véritable coup de théâtre. Mais ça servait de préambule. Avançons maintenant en 2009, et là, on se rend compte que le destin, parfois, il peut frapper fort. Lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie, un ressort détaché de la voiture de Barrichello a décidé de se faire une petite virée en solitaire et va heurter directement à la tête de Massa à plus de 200 km/h. Gravement blessé parce que même avec un casque, forcément, il a pris un choc, il va passer plusieurs jours à l'hôpital et mettre sa saison en pause. Pendant ce temps, Fernando Alonso il va débarquer chez Ferrari avec un CV aussi brillant que s'il avait voulu se présenter sur LinkedIn. 2 titres mondiaux et une dalle non rassasiée pour la victoire. Sa mission, si toutefois il l'accepte, ramener la gloire passée de la Scuderia avec à ses côtés Massa, déjà bien installé mais du coup un petit peu secoué. Il est bien apprécié dans l'équipe parce qu'il fait partie de la Maison Rouge depuis 2006. Et donc en 2010, le feuilleton commence. Alonso arrive, c'est le chouchou, c'est le leader. Et Massa alors? Disons qu'il va jouer plus souvent les seconds violons que les rockstars, avec des anecdotes comme lors du Grand Prix d'Allemagne où on va lui dire So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Traduction pour ceux qui sont pas bilingues, laisse passer papa s'il te plaît. Ce jour-là, Massa va donc laisser passer Alonso sous les ordres de l'équipe, mais ça va susciter une controverse énorme. Parce qu'avant son accident en 2009, Massa, c'était un candidat au titre, rapide, résolu et prêt à tout pour l'avoir. Mais après, bien que toujours rapide, tu te doutes, il semble manquer ce petit quelque chose, ce dernier dixième de seconde qui sépare souvent les très bons des champions. La saison d'après va se révéler un vrai calvaire pour Felipe Massa. Une année qui va souligner ses difficultés au sein de la Scuderia et qui contraste durement avec les performances de son coéquipier Fernando Alonso. À la fin, c'est 0 podium, 0 champagne, que des larmes, et c'est une première depuis son arrivée chez Ferrari en 2006. Pendant ce temps, Alonso, bien que n'ayant pas une voiture capable de rivaliser avec les Red Bull qui dominent partout, il va quand même parvenir à extraire le maximum de sa machine, finissant sur le podium 10 fois, dont une victoire mémorable au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est là le problème, alors qu'Alonso célèbre une victoire, Massa se bat difficilement pour la 5e place, illustrant le fossé en train de se creuser entre les deux pilotes. Massa va terminer l'année avec seulement 118 points, se classant 6e au championnat, tandis qu'Alonso, avec 257 points, va sécuriser la 4e place. L'écart entre les deux coéquipiers, il fait que souligner les difficultés rencontrées par Massa pour essayer de retrouver sa forme d'avant son accident. Mais au-delà des belles phrases et des titres dans les médias, on va regarder un petit peu les stats. Alonso, pendant cette période, il va accumuler les podiums comme on collectionne les timbres. Entre 2010 et 2013, Alonso, c'est 11 victoires, 42 podiums. Pour Massa, c'est un peu plus calme. Je préfère quand c'est un peu trop plus mon calme.
C'est 8 petites visites sur le podium et 0 victoire. Forcément, dans des équipes qui cherchent autant la performance, il va y avoir des conséquences. En 2013, clap de fin. Massa va mettre les voiles vers Williams pour la saison 2014 où il va retrouver un petit peu son mojo. Tandis qu'Alonso, il va rester pour continuer à pousser Ferrari avant de tirer lui aussi sa révérence. Enfin, chez Ferrari, parce que c'est Alonso quoi. Tu connais l'histoire. On va donc rester chez Ferrari, mais cette fois repartir au cœur des années 1990, lorsque Michael Schumacher, déjà une légende vivante, rejoint la Scuderia pour relever le défi le plus audacieux de sa carrière. À ses côtés, il va retrouver Eddie Irvine, le bad boy charismatique de la F1. Ensemble, on peut dire qu'ils vont former un mélange que les médias y vont adorer. Arrivé chez Ferrari en 1996, Schumacher, il va porter immédiatement l'équipe sur ses épaules. Avec 2 titres mondiaux en poche, sa mission, elle va plutôt être claire, ramener Ferrari au sommet. Irvine, quant à lui, va rejoindre l'équipe, mais plutôt en second pilote, prêt à jouer le jeu de l'équipe pour permettre à Schumacher de briller. Et d'ailleurs, Irvine, il n'aimait pas spécialement mâcher ses mots. Il fournissait régulièrement des titres croustillants à la presse, que ce soit pour critiquer ouvertement d'autres pilotes ou même taquiner Schumacher lui-même. Il savait clairement comment rester sous les projecteurs hors de la piste, parce que finalement, quand il était sur le circuit, c'était plutôt sur Schumi qu'on allait mettre la lumière. Et cette dynamique, elle va ajouter un piquant unique à leur relation, avec Schumacher jouant souvent le rôle de grand frère tentant de le garder dans la ligne. Certains vont apprécier son approche directe et son sens de l'humour, alors que d'autres vont plutôt le critiquer pour son manque de sérieux et son attitude parfois nonchalante quoi. En tant que second pilote derrière Schumacher, Irvine était souvent vu comme le lieutenant, un rôle qui, comme je te l'ai dit, est de soutenir les ambitions du championnat de Schumacher, parfois au détriment de ses propres performances. Cette dynamique va d'ailleurs susciter énormément de discussions sur sa véritable valeur et sa capacité en tant que pilote en course au sein des médias qui trouvent cette approche difficile dans une écurie et préfèrent dire qu'il est mauvais alors qu'en fait, il sert le premier. Mais surtout, on va remarquer les différences qui sont flagrantes dès le début. Schumacher, il chasse les victoires, et il est souvent sur le podium, tandis qu'Irvine, le plus souvent, il se bat dans le peloton. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eddie, il n'est pas là pour voler la vedette, il est là pour supporter Schumacher, parfois de manière très controversée. Et entre 1996 et 1999, Schumacher, il va décrocher 15 victoires et grimpe 44 fois sur le podium. Irvine va finir avec 2 victoires et 12 podiums à son actif durant cette période. Mais en 1999, ça va changer la donne. Lorsque Schumacher va se blesser à Silverstone, c'est Irvine qui doit prendre le flambeau. Et soudain, il va être propulsé de second rôle à prétendant au titre. Et c'est là où Eddie va montrer qu'il a les épaules pour porter l'équipe lui aussi, remportant plusieurs courses et finissant à un souffle du championnat. Et la controverse va atteindre son paroxysme lors du Grand Prix de Malaisie en 1999. Avec Schumacher de retour de blessure, il était clair que c'était à son tour d'aider Irvine pour lutter dans le championnat. Il va se qualifier en pole position et ralentir ensuite pour bloquer les autres pilotes, ce qui va permettre à Irvine de prendre la tête. Tu te doutes que cet acte de chevalier servant, il a suscité d'énormes débats houleux sur l'éthique en Formule 1. Certains louant la loyauté de Schumacher, tandis que d'autres vont critiquer ce qu'ils percevaient comme une manipulation flagrante de la course. Alors qu'à la fin, Schumacher et Irvine, ils vont pas remporter de titre ensemble. Avec cette histoire, ça rappelle que les performances sont pas forcément le premier atout d'un pilote que l'on qualifie de soutien. C'est pour ça que j'ai voulu mettre cette histoire dans la vidéo, parce qu'au final, effectivement, pour les médias, Irvine, il était mauvais, mais en fait, c'était pas son utilité de gagner les championnats. Voilà, allez, on passe à la suite. On avance un petit peu et cette fois on est en 2008, une période de montagne russe pour McLaren avec 2 pilotes au destin très différents. D'un côté Lewis Hamilton, le prodige britannique, et de l'autre Heikki Kovalainen, le finlandais, souvent dans l'ombre de son illustre coéquipier. Et c'est une année qui va rester gravée dans l'histoire de la Formule 1. Hamilton va remporter le championnat par un seul point dans un final épique à Sao Paulo. Cette victoire va faire de lui à l'époque le plus jeune champion de Formule 1 et forcément a été couverte de manière intensive par les médias, propulsant immédiatement Hamilton au statut de superstar mondial. Chaque dépassement, chaque stratégie va être analysée, glorifiée, aussi critiqué, tu te doutes, le plaçant sur les feux de la rampe comme jamais. Mais pendant ce temps, quand même, Kovalainen va décrocher sa première et unique victoire en Formule 1 en Hongrie en 2008. Bon, principalement grâce à des circonstances de course favorables, y compris le dramatique accident de Massa. Mais bon, comme on dit, une victoire, ça reste une victoire.
Et malgré ça, il va rester largement dans l'ombre de son coéquipier. Cette victoire, bien que significative, elle est souvent éclipsée par les exploits d'Hamilton. Et les médias, forcément, ils peinent à lui donner le même éclat. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'année 2009. Et ça va pas être la même chanson pour McLaren. Avec une voiture nettement moins compétitive, Hamilton montre ses compétences en extrayant le maximum de ce qu'il peut, réussissant à remporter 2 grands prix malgré, il faut le dire, le tracteur qu'on lui a filé. Heikki, cependant, lui, va galérer encore plus. Sa saison, elle va être marquée par des performances inégales et un manque de podium, terminant souvent loin derrière Hamilton dans le classement. Les médias et les fans, toujours rapides à commenter les montagnes russes de la F1, tu connais maintenant, ils vont se questionner ouvertement si Kovalainen avait ce qu'il fallait pour piloter pour une équipe de pointe comme McLaren, qui était clairement en quête de résultats immédiats et de championnat. Et d'ailleurs, les statistiques, elles mentent pas. En 2009, Hamilton accumule 49 points, se classe en 5e, tandis que Kovalainen, avec seulement 22 points, termine 12e. L'écart de ses performances, il va faire que souligner les difficultés de Heikki à s'adapter aux exigences d'une équipe de premier plan comme McLaren. Et c'est là où ça devient intéressant au niveau des médias, c'est que Hamilton, on va le louer en lui disant qu'il arrive à tirer le maximum d'une voiture capricieuse et que s'il a des mauvaises performances, c'est à cause de la voiture. Alors que les performances de Kovalainen, elles vont souvent être perçues comme décevantes dues à un mauvais pilotage. C'est mauvais! Pas la faute de la voiture, c'est lui. Des sources au sein même de l'équipe, souvent anonymes, citaient la nécessité pour McLaren de trouver un pilote qui non seulement pourrait soutenir Hamilton, mais aussi rivaliser avec lui, augmentant ainsi les chances de l'équipe de remporter le championnat et notamment le championnat constructeur. Mais face à ces rumeurs, Kovalainen lui-même va rester professionnel. Il va essayer de se concentrer sur ses performances tout en admettant publiquement que la pression pour performer, elle est immense. Et d'ailleurs, le schéma va revenir à chaque fois. L'incertitude quant à son avenir va devenir un thème récurrent dans ses interviews durant la deuxième moitié de la saison 2009. Et donc chez McLaren, c'est sûr qu'ils vont commencer à se poser des questions. L'équipe va avoir besoin de réajuster son alignement pour la saison 2010, dans l'espoir de revenir plus forte, mais surtout avec les ambitions grandissantes d'Hamilton. Et sous la pression du besoin de performer, les dirigeants de l'équipe vont finalement choisir de prendre une nouvelle direction. Fin 2009, McLaren va signer Jenson Button, le champion du monde en titre, pour remplacer Kovalainen. Cette époque de Kovalainen chez McLaren reste un chapitre mélancolique de sa carrière, rempli de promesses non tenues, mais aussi de leçons précieuses. Et d'ailleurs, sa transition vers des équipes plus modestes dans la Formule 1 montre la dure réalité où chaque pilote doit constamment prouver sa valeur, et ça parfois dans l'ombre écrasante de talents plus brillants. À partir de 2017, Mercedes aligne un duo qui allait définir une nouvelle ère dans la Formule 1. Lewis Hamilton, encore lui, a maintenant plusieurs titres mondiaux à son actif. Et Valtteri Bottas, le calme pilote finlandais, est choisi pour remplacer Nico Rosberg qui a décidé de prendre sa retraite l'année d'avant. Ensemble, ils vont propulser Mercedes à des nouveaux sommets, mais pas sans quelques subtilités en coulisses. Hamilton, le champion en titre, continuait d'impressionner constamment par son talent et sa capacité à dominer les grands prix. Dès le début, c'était clair que Lewis était le fer de lance de Mercedes, ajoutant à son palmarès de multiples victoires et championnats durant cette période. Bottas, qui est arrivé chez Mercedes avec moins de fanfares, mais surtout beaucoup de choses à prouver, a rapidement montré qu'il était plus qu'un simple second pilote. Il va monter souvent sur le podium et remporter plusieurs courses, soutenant par la même occasion l'équipe dans la course au championnat constructeur. Durant cette période de collaboration, Lewis Hamilton a été une force dominante en Formule 1. Il a accumulé un total impressionnant de 47 victoires et 74 podiums, une statistique qui souligne sa maîtrise et sa capacité à maximiser les performances de sa voiture. Mais de son côté, Valtteri Bottas, bien qu'étant un compétiteur formidable et un excellent pilote, il a enregistré 10 victoires et 58 podiums pendant la même période. Bien que ces chiffres soient respectables, ils rivalisent pas avec ceux d'Hamilton, qui va encore renforcer l'image du rôle secondaire qu'on lui dit de jouer au sein de l'équipe. Mais bien que Valtteri ait parfois été vu comme dans l'ombre de Lewis, cette image, elle a été renforcée par des moments comme le Grand Prix de Russie en 2018, où Bottas a reçu des ordres d'équipe pour laisser passer Hamilton, un geste d'ailleurs qui, encore une fois, a été largement débattu et critiqué dans les médias. Et cette affaire, au-delà de la négativité qu'elle apporte, va aussi provoquer une vague de sympathie pour Bottas, mais aussi une critique acerbe de la manière dont Mercedes gérait ses pilotes. Des experts et des fans ont souvent remis en question les stratégies qui pouvaient potentiellement saper l'esprit sportif et la compétition en Formule 1. L'ambiance entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas chez Mercedes fut généralement bonne, même s'il est indéniable que la balance des performances elle penchait nettement en faveur d'Hamilton, et malgré une hiérarchie apparemment claire, la collaboration entre Hamilton et Bottas
elle fait un peu figure d'exemple. Ils partageaient ensemble les informations pour travailler sur les bons réglages des voitures et maximiser leur performance pour se pousser mutuellement à exceller dans tout ce qu'ils faisaient. Et en dépit de tous ces défis, Bottas, il a quand même toujours affiché une attitude professionnelle, s'efforçant à chaque fois de rester positif et concentré sur ses performances. Même si quand même parfois on pouvait déceler dans les interviews une certaine frustration, bien que mesurée face à son rôle dans l'écurie, ça a quand même permis d'alimenter les discussions sur son avenir et son potentiel à diriger une équipe lui-même en prenant le lead au niveau des performances. Cette période de Bottas et d'Hamilton chez Mercedes, elle va pas se résumer seulement par des statistiques et des victoires. Elle raconte surtout une histoire de partenariat, de respect et parfois de sacrifice personnel pour le bien de l'équipe. 2019 va apporter un vent de changement chez Red Bull Racing, avec l'arrivée de Pierre Gasly pour remplacer Daniel Ricciardo aux côtés du fameux Max Verstappen. Ça va être une période de grands espoirs, mais aussi de challenge très haut pour le jeune pilote français. Max Verstappen, déjà bien établi avec le statut de nouvelle étoile montante de la Formule 1, est le leader désigné de Red Bull. Sa capacité à extraire le maximum de sa voiture, elle va être sans équivoque. En revanche, Pierre Gasly, lui, va trouver sa nouvelle monture difficile à maîtriser, luttant constamment pour atteindre le rythme de son coéquipier. Jusqu'à la pause estivale, Gasly il va accumuler seulement 63 points avec une 4e place comme meilleur résultat. Et ça, c'est loin derrière les attentes de Red Bull pour un siège aussi convoité. Et malheureusement, cette disparité de performance, elle va devenir de plus en plus évidente au fil des courses. Et forcément, les médias, ils vont pas tarder à spéculer sur l'avenir de Gasly chez Red Bull, avec des rumeurs et des critiques qui deviennent de plus en plus courantes. À mi-saison, les chiffres ils vont être révélateurs. Verstappen, il a accumulé plusieurs podiums, y compris des victoires, tandis que Gasly, il avait rarement fini ne serait-ce que dans le top 6. Et c'est une situation qui met en lumière non seulement les défis de l'adaptation à une voiture de top niveau, mais aussi la pression intense de performer à la hauteur des attentes de Red Bull. Mais en dépit de tous ces défis et de l'énorme travail qu'il y avait à faire, Red Bull avait initialement affirmé leur confiance en Pierre avec des déclarations publiques soutenant sa continuation dans l'équipe après l'été. Mais Red Bull adorant les surprises, finalement, contrairement à ce qu'ils avaient dit à la base, la décision a été prise durant l'été. Red Bull allait remplacer Gasly par Albon. Ce changement, c'était autant un témoignage des attentes élevées de Red Bull que de la brutalité de ce sport où les résultats doivent souvent suivre immédiatement. Et donc bien que bref, le passage de Pierre Gasly chez Red Bull a été une période cruciale de son développement en tant que pilote. Elle a non seulement mis à l'épreuve sa résilience, mais a aussi préparé le terrain pour sa renaissance chez Toro Rosso et plus tard chez AlphaTauri où il a prouvé sa valeur en remportant sa première victoire en Formule 1. Avec cette dernière partie que je t'ai fait chez Red Bull, il était impossible d'ignorer ces échos du passé dans la situation actuelle de Sergio Pérez. Tout comme Pierre Gasly en 2019, Pérez aujourd'hui, il fait face à une pression croissante malgré une récente confirmation de sa place au sein de l'équipe pour soi-disant le reste de la saison. Chez Red Bull, quoi qu'on dise, la performance ça reste le critère ultime. Et l'histoire de Gasly rappelle à tous que l'assurance de rester dans l'équipe, parfois, ça tient à pas grand chose. Pérez, qui a quand même malgré tout un très bon palmarès, se retrouve très souvent sous les projecteurs au niveau des critiques parce qu'il est éclipsé par la lumière de Max Verstappen. Et ça inclut tellement de rumeurs et de spéculations sur son avenir au niveau de l'équipe que c'est quelque chose qui doit quand même pas être simple à gérer. Mais ça n'empêche pas que tout comme Gasly qui a dû naviguer en eau trouble de la dynamique d'équipe et des attentes élevées, Pérez, il va devoir prouver encore une fois sa valeur à chaque course malgré le soutien officiel de Red Bull qu'on sait qui tient qu'à un fil. Donc comme tu l'as vu dans cette vidéo, il y a eu plein de combinaisons de pilotes qui n'ont pas forcément marché, parfois au niveau des performances, parfois simplement à cause du rôle que ce second pilote avait dans l'équipe. J'espère que ça t'a fait un petit peu revivre certains moments de l'histoire de la Formule 1, que ça t'a aussi plu peut-être de le découvrir si tu ne connaissais pas. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner parce que ça aide la chaîne et comme ça moi ça me donne un petit peu envie de continuer à vous faire plein de vidéos et de passer du temps à faire ça. Et puis nous on se retrouve bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ciao les gars.